Euh, alors d'abord, comme chacun sait, Nathalie est farceuse. Et de sorte que lorsque je suis arrivé hier soir vers 21 h, elle m'a dit bah, écoute, tu sais quoi, demain tu vas parler. Ce qui était évidemment absolument pas prévu. Donc je dis ça évidemment pour m'excuser par avance des imperfections que vous avez trouvées à mon discours. Alors évidemment, il y a le titre déjà, on va partir de ça. Hein, État et marché, État ou marché. On voit bien que lorsqu'on juxtapose finalement ces deux notions, en fait on les oppose. Et c'est là la perche que nous a tendue Nathalie. Et je vais évidemment m'engouffrer dans cette brèche et puis finalement m'appuyer sur cette dichotomie pour faire un plan assez classique qui satisferait l'académie, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse. Si vous voulez, avant de rentrer dans mon propos, je veux dire que je vais prendre comme définition de ce qu'on appelle, puisque finalement l'État c'est quoi, les marchés c'est quoi, je vais donc prendre deux acceptions simples. Hein. Dans cette opposition, j'allais dire État-marché, je vais dire que l'État en gros c'est la force de régulation, hein, c'est ce qui met des barrières, j'allais dire, et de l'autre côté, le marché ce serait l'initiative, le laisser-faire, enfin bon, voilà, ce qui pourrait relever finalement un peu du désordre. Ce faisant d'ailleurs, je préjuge déjà. Alors, si vous voulez, partons finalement d'une expérience que vous et moi avons tous fait. Quel meilleur ressort finalement trouve-t-on dans la vie lorsqu'il s'agit de créer, de dépasser, de trouver l'énergie, de conquérir, d'innover? Quel meilleur ressort finalement que le désir que nous avons, que la force personnelle que l'on tire finalement de la possibilité de réaliser quelque chose qui nous est propre, de réaliser un rêve. En termes plus modernes, on appellerait ça la libido, j'allais dire. Ou alors le self-interest, quand on est anglo-saxon. D'ailleurs, on évoquait tout à l'heure le démarrage ou le rebond de la Chine, le retour de la Chine dans le concert des nations, je dirais après 2 siècles d'éclipse, n'est-ce pas? On attribue ce redémarrage à l'apophthegme de Deng Xiaoping, hein, enrichissez-vous. Donc finalement, on pourrait aussi imaginer que c'est le self-interest aussi qui a permis à la Chine de revenir. Cependant, évidemment, nous avons aussi fait l'expérience que cette libido, ce désir, qui est donc un moteur, elle a aussi tendance, puisque c'est ainsi que le méfait, à avoir du mal à se contrôler elle-même. Elle a du mal à se brider. Et très vite, pointe l'excès, la démesure, l'hybris, la cupidité. Et, ma foi, les partisans du laisser-faire vous diront, mais c'est pas grave. Hein. Souvenez-vous de la harangue de Michael Douglas dans Wall Street, le premier Wall Street, il y a une vingtaine d'années, hein, lorsqu'il disait « Greed is good ». La cupidité, c'est une bonne chose, parce que justement, c'est ce moteur. Et c'est ce moteur qui va nous pousser tous à investir, à bouger, à créer. Reste que force est de constater que si on libère, hein, si on déchaîne de l'énergie, notre désir propre, à un moment donné, rapidement, va se confronter, se heurter aux intérêts et aux désirs des autres, et aux intérêts et aux désirs de cet être abstrait qu'on appelle la collectivité. En tout lieu, donc, et en toutes circonstances, il a bien fallu inventer des moyens de canaliser, finalement. À la fois, il faut de l'inspiration, il faut du désir, et en même temps, il faut réussir à canaliser ce désir. Et mon Dieu, aussi longtemps qu'on remonte dans le temps, on va trouver des formes archaïques, des totems, des divinités irritables, qui étaient là pour vous dire, n'allez pas trop loin, contrôlez-vous, ou des formes plus modernes, évidemment, que sont l'État, la régulation, le droit, évidemment, qui sont aussi des instruments, justement, de régulation des self-interest. On pourrait même aller plus loin. On pourrait dire que, en suivant un peu la thèse freudienne, que c'est finalement le surmoi qui est indispensable. L'existence de contraintes, si on parle de dépasser quelque chose, si on parle d'avoir de l'énergie pour dépasser, il faut bien qu'il y ait quelque chose à dépasser. Donc la contrainte, la barrière, peut-elle être aussi une forme finalement d'aiguillon à la créativité? Et la censure, par exemple, dans l'histoire, n'a-t-elle pas été finalement aussi un formidable aiguillon pour inspirer aux auteurs leurs plus audacieuses créations? Et d'ailleurs, jamais, en fait, les censures, même les plus sévères, n'ont empêché justement la créativité, n'ont empêché la circulation des idées, ce qui a toujours conduit aux révolutions, finalement. Plus proche de nous, d'ailleurs, je vais prendre un exemple moins abstrait, mais plus proche de nous, un industriel me disait récemment que les contraintes environnementales qui s'appliquent dans nos pays développés, finalement, sont pour lui aussi, finalement, un levier d'amélioration de ses processus de fabrication et donc d'amélioration de sa productivité et de sa compétitivité. Et donc finalement, de la contrainte peut naître aussi un avantage compétitif. Ajoutons enfin que la nécessité de réguler, elle tient aussi au fait que l'agent individuel a du mal à voir loin.
avoir loin dans le temps. Et finalement, donc, le rôle de l'État, le rôle qu'on attribue fréquemment à l'État, justement, c'est la durée. C'est le fait de pouvoir bâtir à long terme et investir à long terme, sans que le retour, finalement, sur investissement ne soit visible même sur une seule génération. Souvenons-nous que dans les années 20, par exemple, lorsque ces brillants esprits firent les grandes percées de la physique quantique qui nous servent aujourd'hui quotidiennement, aucun d'entre eux n'avait évidemment en tête qu'un jour, ça se transformerait en téléviseur ou en iPhone. Deuxièmement, évidemment, le rôle de l'État régulateur, c'est d'éviter ce que les économistes appelleront les externalités négatives, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir aussi, on risque aussi, par notre activité, de créer finalement des désordres qui nuiront à tout le monde. Il y a un concept qui a été popularisé dans les années 60 par un des premiers écologistes américains, Garrett Hardin, qui s'appelait la Tragedy of Commons, c'est-à-dire la tragédie des biens communs. Le bien commun auquel tout le monde a accès librement, et bien évidemment, tout le monde ayant accès librement à ce bien va avoir tendance à en abuser, et l'environnement, évidemment, est un bon exemple de cela. D'autres modèles plus financiers, ceux-là, montrent que, et ils sont assez robustes, hein, montre que lorsqu'on fait tourner finalement un modèle de transaction et que l'on fait varier les paramètres de contraintes et de régulation, moins il y a de contraintes, plus il apparaît des phénomènes d'hyperaccumulation de richesse. Et, mon Dieu, les 20 dernières années ont prouvé que ce n'était pas juste le fait des modèles, c'est aussi le fait de la réalité. Et puis, pour conclure sur ma thèse donc, pour la régulation, évidemment, vous ne trouverez jamais meilleur défenseur de la régulation et de l'intervention de l'État que le vrai libéral lorsqu'il s'agit de défendre ses propres intérêts, évidemment. Alors pour autant, est-ce que toute régulation est bonne? Est-ce qu'une régulation peut être parfaite? Certainement pas, puisque une régulation, c'est un pouvoir. Comme disait Monterland, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que l'abus de pouvoir. Le problème de toute régulation, bien sûr, ça va être d'aller trop loin. Un exemple fameux, c'est le principe de précaution. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'en voulant trop prévenir, en voulant trop se protéger, finalement, on ne risque pas de stériliser justement la créativité et l'énergie? Le deuxième problème de la régulation, c'est qu'elle tend à sédimenter. On régule, puis on régule encore un peu plus, parce qu'évidemment, en face, quand on régule, le marché s'adapte, et donc on en remet une couche, et puis ainsi de suite, les couches s'empilent et finissent par former un carcan qui justement devient pour le coup vraiment stérilisant pour la créativité. Le troisième inconvénient de la régulation, c'est qu'elle a du mal à s'adapter aux mutations du monde. Et François parlait tout à l'heure du fait que nous étions non pas dans une crise brève, non pas dans un aléa de conjoncture, mais incontestablement dans une vraie mutation du monde. Et il est évident que là, quand des changements profonds comme ça se produisent, eh bien la régulation a tendance à traîner derrière. Dernier élément, évidemment, toute régulation tend à se renforcer elle-même. Elle devient finalement, elle conduit aussi à aborder un espèce de contrôle tatillon. Hein, et la régulation devient son propre objet, plutôt que de servir les objectifs fondamentaux pour lesquels elle a été créée. Et ce qui fait qu'au final, sous couvert de protéger, on finit par nuire à celui qu'on est censé protéger. Je pense que l'exemple des rigidités dans le marché du travail, dans certains marchés du travail, et beaucoup d'analyses empiriques montrent que les marchés du travail les plus régulés, les plus rigides, sont aussi ceux où l'on constate les taux de chômage les plus élevés. Et la France, l'Italie aussi d'ailleurs, en sont des exemples tout à fait patents. Alors, que faire? La difficulté donc à réguler, ça va être justement ça a été dit, de retrouver finalement le bon lieu de la régulation. Et c'est là que l'évolution du monde, cette ouverture, cette mondialisation sur laquelle je doute qu'on revienne un jour, met sous tension finalement nos systèmes de régulation qui au départ ont été conçus dans un espace commun, j'allais dire, avec des valeurs partagées, avec des références partagées. Lorsqu'il s'agit de réguler pour le compte de toute une région du monde, voire pour le monde entier, on va finalement devoir faire s'opposer ou faire se parler plutôt des gens qui ont des conceptions de l'État, qui ont des conceptions de la régulation, qui ont des conceptions de la vie même très différentes, ne serait-ce que de part et d'autre de l'Atlantique. Réguler, effectivement, pour un Américain, c'est souvent, en effet, synonyme d'intervention de l'État, d'oppression, enfin bon. Alors, je pense que plutôt que de plaider, plutôt donc d'être dans cette dichotomie régulé ou pas régulé, État contre marché, on ne va pas plaider pour l'absence de régulation, mais plutôt pour une régulation qui serait capable de s'adapter rapidement.
Ce qui compte, c'est vraiment cette possibilité que nous devons acquérir, d'être capables de s'adapter, de débarrasser, d'épousseter régulièrement l'empilement des contraintes que nous posons à l'activité humaine, à l'activité économique. Et on se souviendra, on a eu un exemple de ça l'an dernier, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, c'est passé assez inaperçu, mais souvenez-vous, il avait dit, finalement, les mois qui restent devant moi, on va les passer à délégiférer. C'était quand même pas le moindre des paradoxes, venant de la part de quelqu'un qui, à chaque événement, micro-événement, avait évidemment fait adopter des lois. Reste que l'idée est bonne, et qu'un certain nombre de pays, je pense notamment à l'Irlande, ont effectivement fait ce travail de se dire, bon, on a empilé tout un tas de textes, tout un tas de contraintes, et donc maintenant nous allons finalement petit à petit épousseter cela. Mais évidemment, quand on fait ça, on se heurte à celui à qui on a dit qu'il allait réguler, et qui lui veut garder son job. Si on dérégule, ça veut dire forcément qu'on va se heurter là aussi à des intérêts. Et donc il faut finalement parvenir à réguler le régulateur. Et c'est là toute la difficulté. Ce qui veut dire que finalement, opposer État contre marché, État et marché, État ou marché, c'est finalement, j'ai bien compris, je vais conclure, c'est ma dernière page. Ça, c'est de la régulation, vous avez vu, ça c'est formidable. Alors, tout à l'heure, j'ai cru que c'était toi d'ailleurs qui avais actionné la sirène. Je m'attendais à voir. Finalement, rester dans cette dichotomie, opposer État ou marché, État ou marché, c'est faire acte de paresse. La réalité, c'est qu'effectivement, on doit faire les deux, c'est État et marché, État avec marché, et puis faire donc un effort permanent d'analyse, d'écoute, de concertation, de délibération collective pour savoir ce qui est bon à réguler, ce qui doit l'être, ce qui ne doit pas l'être. Et je terminerai par cette citation d'Oscar Wilde. « L'homme est un animal raisonnable qui se met régulièrement en colère lorsqu'on lui demande d'agir en accord avec les préceptes de la raison. » C'est bien la tension dans laquelle nous nous trouvons.